Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 2. Les déclarations. Des hommes politiques et des personnalités. Le phénomène OVNI a tellement été ridiculisé qu'il est de bon ton de sourire dès que l'on en parle pour paraître savant et non crédule, rationnel et intelligent. Le corollaire de cette attitude est que si l'on en parle sérieusement, on est un naïf ou un imbécile. Dans quelle catégorie classeriez-vous les hommes qui ont fait ces déclarations? Harry S. Truman 1945 à 1953. Le 4 avril 1950, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Je peux vous assurer que les soucoupes volantes, si tant est qu'elles existent, ne sont construites par aucune puissance terrestre. En décembre 1952, il diffusa un communiqué de presse disant: ces phénomènes inexpliqués ne sont ni une arme secrète, ni une fusée, ni un nouveau type d'avion d'essai. Dwight D. Eisenhower 1953 à 1961. Une rumeur, répandue à partir des témoignages de militaires et d'agents de la CIA à la retraite, circule selon laquelle le président Eisenhower aurait rencontré une délégation extraterrestre sur une base aérienne américaine en 1954. John F. Kennedy 1961 à 1963. Dans un mémorandum adressé au directeur de la CIA le 12 novembre 1963, il écrit: objet, examen de la classification de tous les dossiers OVNI concernant la sécurité nationale. Comme convenu, j'ai engagé une action et demandé à James Webb de mettre en place un programme avec l'Union soviétique d'exploration commune de l'espace et de la Lune. Il serait particulièrement utile que vous réexaminiez les cas les plus menaçants afin de les identifier en toute bonne foi contrairement aux sources provenant de la CIA et de l'US Air Force. Il est important que nous puissions établir une distinction claire entre le connu et l'inconnu au cas où les soviétiques considéreraient notre coopération étendue comme une couverture d'opérations de collecte de renseignements sur leur défense et leurs programmes spatiaux. Une fois ces données examinées, je souhaiterais que vous arrangiez un programme d'échange de données avec la NASA sur ce qui reste inconnu. Ceci aidera les directeurs de mission de la NASA dans le domaine de la défense. Je souhaiterais un rapport préliminaire sur l'examen des données avant le 1er février 1964. Gerald R. Ford 1974 à 1977. Lors de son année au Congrès. Avec la ferme conviction que le public américain mérite une meilleure explication que celle donnée jusqu'ici par l'armée de l'air, je recommande fortement la création d'une commission d'enquête sur le phénomène OVNI. Il s'agit là de notre devoir envers le peuple afin de renforcer notre crédibilité face au phénomène OVNI et faire la plus grande lumière possible sur ce sujet. Jimmy Carter 1977 à 1981. Lors de sa campagne présidentielle. Si je suis élu président, je ferai en sorte que toutes les informations détenues par ce pays sur les observations d'OVNI soient disponibles pour le public et les scientifiques. Je suis convaincu que les OVNI existent parce que j'en ai vu un. Ronald W. Reagan 1981 à 1989. Lors de la 42e Assemblée générale des Nations unies du 21 septembre 1987, il déclara: obsédés par les rivalités du moment, nous oublions souvent tout ce qui unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin de quelques menaces mondiales extérieures afin de prendre conscience de ce lien. Je pense quelquefois que nos différences disparaîtraient très vite si nous devions faire face à une menace extraterrestre. Et pourtant, je vous le demande. Une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous? Alors qu'il était gouverneur de Californie, il affirme avoir été témoin d'un OVNI, lors d'un vol. William J. alias Bill Clinton 1993 à 2001. En novembre 1995, il déclara: pour autant que je sache, aucun vaisseau extraterrestre ne s'est écrasé à Roswell, Nouveau-Mexique, en 1947. Si l'armée de l'air des États-Unis a récupéré des corps extraterrestres, ils ne m'ont rien dit non plus à ce sujet, et je veux connaître la vérité. Mikhaïl Gorbatchev, président de l'Union des républiques socialistes soviétiques, lors d'un discours officiel au Kremlin, le 16 février 1987, déclara: au cours de notre rencontre à Genève, le président des États-Unis m'a dit que si la Terre était confrontée à une invasion d'extraterrestres, les États-Unis et l'Union soviétique réuniraient leurs forces pour la repousser.
Je ne discuterai pas cette hypothèse, bien que je pense qu'il est encore trop tôt pour s'inquiéter d'une telle intrusion. Il déclara, au journal Jeunesse soviétique, le 4 mai 1990. Le phénomène OVNI existe vraiment, et il doit être traité sérieusement. Robert Galéi, ministre de la Défense française, déclara à la radio, le 21 février 1974. Je dois dire que si les auditeurs pouvaient voir par eux-mêmes la masse de rapports arrivant de la gendarmerie chargée de mener les enquêtes, que nous faisons tous suivre au Centre national des études spatiales, ils verraient alors que tout cela est assez troublant. Je crois que l'attitude d'esprit que l'on doit adopter vis-à-vis de ces phénomènes doit demeurer ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne consiste pas à nier a priori. Nos ancêtres des siècles précédents ont nié des quantités de choses qui nous paraissent aujourd'hui parfaitement élémentaires, qu'il s'agisse de la piézoélectricité, de l'électricité statique, sans parler d'un certain nombre de phénomènes liés à la biologie. En fait, tout le développement de la science consiste à ce qu'à un instant déterminé on s'aperçoive que 50 ans auparavant on ne savait rien et qu'on ne comprenait rien à la réalité des phénomènes. Le Lord Amiral Hill Norton, chef d'état-major du ministère de la Défense de Grande-Bretagne, président du Conseil militaire de l'OTAN, déclara en 1973. Le fait que des objets, observés dans notre atmosphère ou même sur la terre ferme, ne puissent être assimilés à des objets construits par l'homme ou à un quelconque phénomène physique connu de nos scientifiques semble évident. Un très grand nombre d'observations ont été rapportées par des personnes dont le sérieux me paraît indiscutable. On sait maintenant que nombre d'entre eux ont été des observateurs compétents, tels que des officiers de police ou des pilotes civils et militaires. Leurs observations ont bien souvent été confirmées par des dispositifs techniques tels le radar ou, de manière encore plus crédible, des interférences avec divers appareillages électroniques. Le Lord Amiral Hill Norton dirigea le groupe d'enquête sur les ovnis au sein de la Chambre des Lords, formé en 1978. En 1985, il interpelle Lord Trufgarne, alors ministre délégué à la Défense, sur les observations d'ovnis de Rendlesham. Ou bien les officiers supérieurs de l'USAF sont devenus fous ou bien ils ont bel et bien vu un ovni. Lord Trufgarne se contenta de répondre. Vu la petite taille des objets, il est peu probable qu'ils aient été pilotés. De plus, aucune personne violant l'espace aérien britannique ne se signalerait par de tels jeux de lumière. Nous pouvons donc en conclure que l'incident est sans conséquence pour la sécurité nationale. Ce à quoi Hill Norton répondit. Je n'ai aucun doute, quelque chose s'est posé à côté de cette base de l'USAF, et tout le monde a paniqué. Le ministère de la Défense, pour s'abriter, a affiché une attitude d'indifférence habituelle, en déclarant qu'il n'y avait aucun danger pour la sécurité nationale. Ainsi, soit tous ces gens, y compris les officiers supérieurs, ont été victimes d'hallucinations, symptômes inquiétants chez des hommes dirigeant une base nucléaire, soit ils ont effectivement observé un appareil. Dans un cas comme dans l'autre, la sécurité nationale du Royaume-Uni était en cause. Général Douglas MacArthur, le 8 octobre 1955. Les nations du monde devront s'unir, car la prochaine guerre sera interplanétaire. Les nations de la Terre devront un jour faire front commun contre une attaque de peuples extraterrestres. Dans un discours devant l'Académie militaire des États-Unis, le 12 mai 1962. Vous affrontez maintenant un nouveau monde, un monde de changement. Nous parlons en termes étranges, de l'exploitation de l'énergie cosmique, de l'ultime conflit entre la race humaine unie et les forces sinistres d'un autre système planétaire de la galaxie. Robert F. Kennedy. Dans une lettre datée du 9 mai 1968 à Monsieur Gray Barker, éditeur. Comme vous le savez peut-être, je suis un membre actif de l'Association unifiée des soucoupes volantes. Par conséquent, comme beaucoup d'autres personnes de ce pays, je suis intéressé par le phénomène des soucoupes volantes. C'est un sujet fascinant qui a inspiré à la fois la science-fiction et la recherche scientifique. Je regarde avec grand intérêt tous les rapports sur les ovnis, et j'espère qu'un jour nous en saurons plus sur ce sujet fascinant. Le docteur Arlo Shapley, éminent astronome, a déclaré qu'il est probable que la vie existe ailleurs dans l'univers. Je suis partisan d'étudier ce sujet de plus près, et j'espère qu'une fois pour toutes nous pourrons établir la vérité sur les soucoupes volantes. Votre magazine peut encourager nombre de vérifications et d'enquêtes sur ce phénomène par la publication d'informations et de débats sur les documents.
Ceci peut grandement contribuer à ouvrir la voie vers la connaissance d'un des sujets les plus fascinants de notre époque. Henry Kissinger, à Évian, le 21 mai 1992, déclara: Aujourd'hui, les Américains seraient outrés si les troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles pour rétablir l'ordre. Demain, ils leur en seront reconnaissants. Ceci est spécialement vrai si on leur disait qu'il existe une menace extérieure, réelle ou fictive, mettant en péril notre existence même. Alors tous les peuples du monde supplieront leurs dirigeants de les délivrer de ce mal. Tout le monde craint l'inconnu. Quand les gens connaîtront ce scénario, ils abandonneront leurs droits individuels en échange de la protection de leur bien-être par les gouvernements. Il me semble évident que les gens ne sont pas prêts à entendre tout ce que savent certains de nos dirigeants. Peut-être que nos visiteurs extraterrestres peuvent décider qui est prêt pour la vérité et qui ne l'est pas. Peut-être est-ce une question de choix individuels. Le sénateur Barry Goldwater, général de brigade de réserve de l'US Air Force, qui fut candidat à la présidence, a déclaré: Je crois vraiment qu'il y a des extraterrestres dans l'espace. Ils ne nous ressemblent peut-être pas, mais j'ai le sentiment très fort qu'ils se sont développés bien au-delà de nos capacités mentales. Il est vrai que l'on m'a refusé l'accès d'un complexe sur la base de Wright-Patterson à Dayton dans l'Ohio, et je n'ai jamais pu y pénétrer. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous connaissons les rumeurs concernant un ovni capturé avec son équipage. Je n'ai jamais vu ce que j'appellerais un ovni, mais j'ai des amis intelligents qui en ont vu. Je pense que des enquêtes gouvernementales top secrètes dont nous ne savons rien sont en cours sur les ovnis, et nous n'en saurons jamais rien sauf si l'armée de l'air les révèle. Je crois les rapports des pilotes civils, de l'armée de l'air et de la marine qui ont raconté qu'un ovni avait volé près d'eux, juste à côté de leur avion et se sont éloignés à des vitesses incroyables. Je me souviens du cas où, en Géorgie, dans les années 50, un avion de la garde nationale a poursuivi un ovni et n'est jamais revenu. Et je me souviens du cas où, à Franklin, dans le Kentucky, 4 avions militaires étaient allés en reconnaissance sur un ovni. L'un d'entre eux explosa en plein vol et personne ne sut pourquoi. Cette affaire est devenue si secrète, qu'il est impossible d'obtenir la moindre information. L'amiral Rasko Ashiyenkoete, qui fut le premier directeur de la CIA, a déclaré le 27 février 1960. Il est grand temps que le Congrès fasse éclater la vérité grâce à des auditions publiques. Derrière la scène, discrètement, des officiers de haut rang de l'armée de l'air s'occupent des ovnis. Mais, par le secret officiel et le ridicule, on a amené les citoyens à croire que les ovnis sont des absurdités. Pour cacher les faits, l'armée de l'air a réduit au silence son personnel. Des objets inconnus sont dirigés par une force intelligente. Il est impératif que nous apprenions d'où ils viennent et quel est leur but. Le 4 octobre 1955, alors qu'il traversait la Russie en train, lors d'une mission diplomatique, le sénateur américain Richard Russell et 2 de ses compagnons ont vu distinctement 2 véhicules en forme de disque montés dans le ciel. Russell était président du comité des services armés et son témoignage ne fut pas pris à la légère. Des rapports détaillés furent remplis auprès de l'armée de l'air, la CIA et le FBI et furent conservés secrets pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'ils soient révélés avec d'autres documents similaires dans les années 80 grâce à l'Acte sur la liberté d'information, Freedom of Information Act. L'ensemble contenait les photocopies des rapports et des informations sur Russell. Beaucoup de noms et d'informations sont censurés sur ces documents néanmoins lisibles. Bien qu'aucune analyse ne soit fournie, ces informations brutes nous montrent néanmoins comment le gouvernement américain traite les cas d'ovnis. Il n'y a rien, cela n'existe pas, mais on conserve tout cela secret. La plus simpliste des attitudes consiste à nier l'ensemble des phénomènes, les ovnis n'existent pas donc il n'y a rien à étudier. L'amiral Delmer S. Farney, responsable des missiles de l'U.S. Navy, lors d'une conférence de presse du 16 janvier 1957 à Washington, D.C., déclara: Il y a des objets qui rentrent dans notre atmosphère à de très hautes vitesses. Aucune agence américaine ou russe n'est capable pour l'instant de reproduire les vitesses et les accélérations que ces objets volants sont capables d'atteindre d'après les indications des radars et des observateurs. Une intelligence dirige le vol de ces objets. Ils ne sont pas entièrement automatisés. La manière dont ils changent de position en formation entre eux indique que leurs mouvements sont dirigés.
Je suis convaincu depuis longtemps que les soucoupes volantes sont réelles et d'origine extraterrestre. De plus, nous sommes observés par des êtres venant de l'espace. Le Major J. Ruppelt fut à la tête du Project Blue Book de l'US Air Force, il a déclaré. Qu'est-ce qui constitue une preuve? Faut-il qu'un ovni atterrisse à l'entrée du Pentagone, auprès des chefs d'état-major? Ou est-ce une preuve lorsqu'une station de radar au sol détecte des ovnis, envoie une escadrille d'interception, que les pilotes voient l'ovni, le prennent au radar et le voient s'éloigner à une vitesse fantastique? Est-ce une preuve seulement quand le pilote lui tire dessus et maintient sa version devant une cour martiale? Ceci ne constitue-t-il pas une preuve? Lord Harding, maréchal en chef de la Royal Air Force, a déclaré en août 1954. Bien sûr, les soucoupes volantes sont réelles et d'origine extraterrestre. M. Dick D'Amato, spécialiste de la sûreté nationale et internationale pour le sénateur Robert Byrd et membre du Conseil national de la sécurité, US, a déclaré en 1991. Une faction occulte du gouvernement, d'une puissance incroyable, a tenu secrètes les informations sur les ovnis et ils ont dépensé illégalement d'énormes sommes d'argent dans cette opération. Une fois à la retraite, comme beaucoup d'autres, un homme a non seulement parlé, mais il a écrit un livre en 1997 qui fit l'effet d'une bombe outre-Atlantique. Le titre de ce livre est The Day After Roswell, le jour après Roswell. L'auteur, le colonel Philip Corso, dans les services secrets américains depuis la Seconde Guerre mondiale, ne voulait pas mourir en emportant ses secrets sur l'événement le plus important du XXe siècle. Le colonel Philip Corso affirme qu'un vaisseau extraterrestre a bien été récupéré à Roswell, Nouveau-Mexique, en 1947, il a vu personnellement l'un des cadavres extraterrestres. De plus, au début des années 60, alors qu'il était en poste au Pentagone sous les ordres du général Arthur Trudeau, on lui confia la mission top secrète de diffuser des éléments de l'épave extraterrestre auprès de différentes firmes en relation avec la défense nationale susceptibles de récupérer et d'assimiler cette technologie. Le tout bien évidemment sous le couvert du plus grand secret, en laissant sous-entendre que ces éléments avaient été récupérés derrière le rideau de fer. Selon ses dires, ceci aurait été à l'origine du développement des circuits intégrés, des fibres optiques, des appareils de vision nocturne et du laser. Nick Pope, fonctionnaire au ministère de la Défense de Grande-Bretagne et qui a été au cœur de la recherche sur les ovnis pendant 4 ans, de 1991 à 1994, a fait sensation en déclarant « Je crois aux extraterrestres » et en publiant un livre Open Sky, Closed Minds, ciel ouvert, esprit fermé. Il a eu accès à des informations top secrètes et les nombreux cas d'observation sans explication rationnelle dont il a eu connaissance l'ont convaincu. Ses supérieurs hiérarchiques étaient furieux, mais M. Nick Pope ne s'est pas rétracté. Je crois que les gouvernements et les militaires, ainsi que les chercheurs, les politiciens, qui que ce soit, devraient rendre publiques toutes les informations relatives à ce problème. Le gouvernement ne peut pas, je pense, prendre 2 chemins à la fois. Vous ne pouvez pas dire, d'un côté, comme cela est souvent fait, que les ovnis n'ont pas de sens, et de l'autre refuser l'accès aux informations. Vous ne pouvez simplement pas faire une chose pareille. Vous avez à choisir un chemin ou un autre. Et si, comme le gouvernement répond lorsque des politiciens font des recherches sur ce problème ou que les médias enquêtent, il n'y a rien d'inquiétant, alors ok, laissez-nous voir toutes les informations. En 1998, un expert en théologie et en exorcisme du Vatican, Monsignor Corrado Baldacci fit plusieurs interventions à la télévision italienne pour déclarer que le contact avec les extraterrestres était un phénomène réel. Ces êtres existent, cela ne peut plus être mis en doute. Ces rencontres extraterrestres ne sont pas démoniaques, elles ne sont pas le fait de désordre psychologique, elles ne sont pas des cas de possession, mais elles méritent d'être étudiées soigneusement. Monsignor Baldacci fait partie d'une commission au sein du Vatican étudiant les rencontres extraterrestres à partir des nombreuses informations provenant de ses ambassades dans le monde entier. Cette commission conduit parallèlement une réflexion sur la conduite à tenir face à l'émergence générale de la prise de conscience des contacts extraterrestres. Extraterrestrial Exposure Law. Title 14, Section 1211 of the Code of Federal Regulations. Le 5 octobre 1982, le Dr Brent Clifford du Pentagone a annoncé, lors d'une conférence de presse.
Le contact entre les citoyens américains et les extraterrestres ou leurs véhicules sont strictement illégaux. Tout contrevenant devient automatiquement un criminel recherché, punissable d'1 an d'emprisonnement et de 5 000 $ d'amende. L'administrateur de la NASA a toute autorité pour décider, sans audition, si une personne ou un objet a été exposé directement ou indirectement à un contact extraterrestre. Il peut également imposer une quarantaine indéterminée, sous garde armée, qui ne peut être cassée par aucune cour de justice. Cette loi, en contradiction avec la Constitution américaine, est passée inaperçue au milieu d'un texte global long et fastidieux. Au pays de la liberté, des associations se battent pour faire abroger cette loi qui crée une nouvelle espèce de criminels, les contactés, que l'on peut ainsi réduire au silence si besoin était. Cette réglementation, titre 14, section 1211 du Code of Federal Regulations, a été adoptée le 16 juillet 1969 et abrogée le 26 avril 1991. Avertissement. S'approcher d'un ovni peut être dangereux pour les êtres humains. Ne restez pas sous un ovni en vol stationnaire à basse altitude. Ne touchez pas et n'essayez pas de toucher un ovni qui a atterri. Dans tous les cas, il faut fuir le plus rapidement possible et laisser faire les militaires. Il existe une possibilité de danger dû aux radiations, des cas de brûlure par rayonnement émanant des ovnis ont été répertoriés. Ne prenez aucun risque avec les ovnis. Ceci est extrait du guide des pompiers pour maîtriser les sinistres, The Fire Officer's Guide to Disaster Control. Ce manuel se trouve dans tous les établissements de police et les casernes de pompiers des États-Unis. Se basant sur des postulats non scientifiques et très discutables, l'armée de l'air américaine tire des conclusions statistiques élaborées qui impressionnent un public non initié et ignorant des faux raisonnements de la méthode statistique. On doit en conclure que les déclarations de l'armée de l'air américaine, faites à grand renfort de publicité et basées sur des statistiques douteuses, servent simplement à dénaturer le caractère réel du phénomène OVNI. Magazine scientifique de l'Université de Yale, volume 37, numéro 7, d'avril 1963. Depuis 1977, la France dispose d'un service officiel d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés au sein du Centre national d'études spatiales, le GEPAN-SEPRA, dirigé par Jean-Jacques Velasco. L'Uruguay possède également un organisme officiel au sein de sa force aérienne, le CRIDOVNI, Comisión Receptora e Investigadora de Denuncia de Objetos Voladores No Identificados. Depuis 1997, le Chili s'est doté d'un organisme officiel d'études des ovnis au sein de son aviation civile, le CFAA, Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, dirigé par le général Ricardo Bermúdez. Contrôleur radar et pilote. Cette partie de témoignage traite spécifiquement de rencontres avec des pilotes, des cas radars et de cas similaires. On devrait souligner que pendant des décennies, les gens qui étaient sceptiques par rapport au sujet OVNI ont déclaré que si ces objets étaient réels, ils auraient été suivis sur radar. Nous n'avons pas moins de 20 témoins de l'Air Force, des Marines, de la Navy, de l'Army et des autorités civiles des États-Unis et de l'étranger et qui sont des contrôleurs aériens qualifiés et des pilotes qui ont vu et suivi ces objets sur radar. Notez s'il vous plaît que ces personnes soulignent bien que ces objets n'étaient pas des ballons météo, ce n'étaient pas des inversions, ce n'étaient pas des gaz des marais. C'étaient des engins structurés volant souvent à des milliers de kilomètres/heure, s'arrêtant soudainement, volant d'une manière non linéaire. Ces objets ont été suivis, au radar, NDT, parcourant d'un point à l'autre des centaines de kilomètres ou plus durant le temps d'un balayage radar. Ce sont des objets solides. Ils sont métalliques et ils donnent des retours radar forts et non ambigus. Ce n'est pas une situation où nous avons juste un ou deux témoins, et vous devez considérer cela très sérieusement lorsque vous évaluez l'évidence des faits, avoir plus d'une douzaine de ces témoins sur bande magnétique témoignant que ces objets ont été suivis sur radar, et certaines fois par une douzaine de radars les suivant en même temps, signifie que nous traitons d'engins actuels, réels, physiques et technologiques, pas de quelque chose d'imaginaire, pas de quelque chose qui soit une hallucination de masse et pas de quelque chose qui puisse être décrit comme une sorte d'anomalie. Comme l'a souligné le colonel de l'Air Force Charles Brown, le projet Grage, Rancœur, NDT, de l'Air Force, depuis 1950 déjà, comportait des confirmations radar de ces objets par des radars au sol, des observateurs au sol, des radars aéroportés et des observateurs en vol, et rien de mieux que ça.
Beaucoup de ces témoins ont aussi observé ces objets retournant plusieurs nuits de suite sur des zones similaires et ont vérifié leur équipement rigoureusement pour être sûr que ce n'était pas des défauts techniques dans le logiciel ou le matériel. Ces faits sont bien sûr explosifs. Le témoignage de ces témoins balaie l'argument que ces objets n'existent pas parce que nous avons, en plus de leur déposition, les relevés radars, nous avons de la documentation sur ces événements, et nous avons des personnes qui ont participé à de tels événements allant des années 1940 jusqu'aux années 1990. Lieutenant Colonel Dwayne Arneson. Retraité de l'US Air Force, septembre 2000. Le lieutenant Col. Arneson a passé 26 ans dans l'USAF. Il avait une accréditation top secret SCITK, spéciale. Compartment Tango Kilo. Il a travaillé comme analyste des systèmes d'ordinateurs pour Boeing et a été le directeur de la logistique à Wright-Patterson AFB. À un certain moment il a été l'officier en cryptographie pour la base entière de l'US Air Force de Ramstein en Allemagne et là-bas un jour il a reçu un message classifié qui disait qu'un ovni s'était crashé au Spitsberg, en Norvège. Lorsqu'il était à Melmström AFB dans le Montana il a de nouveau vu un message qui disait qu'un ovni circulaire métallique avait été vu stationnant près des silos à missiles et que tous les missiles sont tombés en panne, de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas être lancés. Nota, contient des extraits de divers organismes et organisations. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 2. Les verrous de temps. Chaque nouveau-né posséderait, dès sa conception, ses propres verrous de temps. Pour comprendre cette hypothèse, il faut comprendre que l'univers physique serait composé de 5 dimensions. À la 4e dimension, qu'est le temps, il conviendrait d'ajouter un « vortex », qui est un vecteur en rotation et qui indiquerait la direction du temps. Il s'agirait d'une structure génétique à laquelle chaque individu serait verrouillé. Il serait lié à un point de temps qui lui servirait de référence. Cette structure particulière nous permettrait de vivre avec les références de temps qui nous entourent. Chacun pouvant ainsi demeurer dans son environnement de référence. Le temps lui-même n'est pas facile à définir. Il ne dépendrait, en fait, que de la conception que nous avons l'habitude d'attribuer au temps qui passe. Il avait été évoqué, dans les précédents ouvrages, le dernier regard, les fictions de la science, l'insouciance de la conscience, ce que pouvait être la conception du temps que nous résumons à un présent, un passé et un futur. Il avait également été déterminé qu'il n'était pas possible d'évaluer la valeur du présent, sauf à considérer qu'il s'agissait d'une notion tellement furtive qu'elle ne pouvait être définie qu'à partir d'une succession d'événements. Son imprécision est telle qu'il paraît impossible de situer cette notion du présent avec méticulosité. Pour être concret, le temps se résumerait à un passage du passé vers le futur à travers des successions d'événements. C'est, semble-t-il, ce qui devrait se passer normalement. Il devient alors plus facile de comprendre que le passé et le futur puissent se confondre, dès l'instant où l'on a réussi à faire sauter les verrous de temps qui nous régissent dans une structure définie. L'hyperespace est justement l'élément qui permettrait de quitter les références de temps auxquelles nous sommes modélisés et rattachés. Ce système est particulièrement dangereux à faire fonctionner puisqu'il s'agit de quitter un système de référence pour un autre totalement inadmissible et incompréhensible a priori, sauf à posséder des niveaux de compréhension de temps hors du commun. Il s'agit là d'une approche métaphysique de l'existence individuelle. Elle permet de mieux comprendre et d'appréhender les éléments de la conscience individuelle et collective. Cette évaluation des verrous de temps permet de reconsidérer l'éventuelle réalité de la métempsychose. Chacun pourrait ainsi définir ses seuils d'expérimentation en fonction de ses nécessités intrinsèques. L'espace et le temps ne seraient que des moments d'expérimentations individuelles et collectives et peut-être plus globales encore. Cependant, si chacun de nous possède ces zones de temps, aussi appelées biochamps, chaque planète et chaque élément dans l'espace posséderait aussi les siens. Ainsi, notre Terre correspondrait à un biochamp de 20 ans, en avant ou en arrière et à partir d'une date précise, le 12 août, sur le calendrier de l'Occident, en l'occurrence. Cette situation particulière correspondrait à un état de pic énergétique et magnétique de notre planète. Notre Terre aurait des cycles comparables au biorhythme de l'espèce humaine. Les États-Unis, et, sans doute, pas seulement eux, auraient réussi les voyages dans le temps et utiliseraient ces passerelles d'études. Ils détiendraient des niveaux de technologie depuis plusieurs décennies,
totalement incompréhensible pour des non-initiés. Mais alors pourquoi ces technologies sont-elles toujours cachées? Les différents niveaux technologiques déjà atteints ne pourraient pas être divulgués parce qu'ils risqueraient d'aboutir à un effondrement immédiat des systèmes économiques qui établissent actuellement l'équilibre de l'espèce humaine sur notre planète, malgré les inconvénients qu'ils occasionnent et que nous connaissons. Il conviendrait de pouvoir procéder par étapes. Malheureusement, l'oligarchie dirigeante n'y est pas favorable et c'est elle qui détient tous les pouvoirs avec tous les privilèges que cela lui procure. Les fictions de la science. Tome 2. Chapitre 2. Le célèbre physicien Stephen Hawking, invité à la Maison Blanche, a déclaré à la télévision le 6 mars 1998. Bien sûr, il est possible que les ovnis contiennent réellement des extraterrestres comme le pensent beaucoup de gens, et que le gouvernement le cache. Werner von Braun, le père des V2 allemandes et des fusées américaines, déclara en 1959. Nous sommes confrontés à des puissances de très loin supérieures à tout ce que nous supposions jusqu'ici, et qui nous sont inconnues. Je ne peux en dire plus pour le moment. Nous sommes maintenant sur le point d'entrer en contact avec ces puissances, et d'ici 6 ou 9 mois, il devrait être possible de parler plus précisément de ce sujet. Le docteur Hermann Oberth, l'un des pères des fusées, une fois à la retraite, déclara à un groupe de journalistes, en 1960. Les ovnis sont conçus et dirigés par des êtres de la plus haute intelligence, et sont propulsés par distorsion du champ gravitationnel, convertissant la gravité en énergie. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ces objets soient des sortes de vaisseaux interplanétaires. Mes collègues et moi sommes persuadés qu'ils ne sont pas originaires du système solaire, mais peut-être utilisent-ils Mars ou un autre corps céleste comme poste avancé. Ils ne sont probablement pas originaires du système solaire, ni même peut-être de notre galaxie. Nous ne pouvons pas nous prévaloir des avancées scientifiques dans certains domaines. On nous a aidés. Quand on lui demanda par qui, il répondit. Les êtres des autres mondes. Plus tard il confirma ses dires et rajouta. Je crois que des intelligences extraterrestres observent la Terre et nous visitent depuis des milliers d'années. Le docteur Walter Riedel, ex-directeur de la base allemande de Peenemünde, collègue du docteur Oberth, déclara dans Life Magazine du 7 avril 1952. Je suis parfaitement convaincu qu'ils ont une base en dehors de la Terre. Il déclara également qu'il n'avait jamais vu lui-même un ovni, mais que pendant plusieurs années, il avait accumulé des rapports d'observation d'ovnis du monde entier. Il développa son argumentation en 4 points. Premièrement, aucune structure terrestre ne pourrait supporter la température induite par les conditions de vol observées. À de telles vitesses et altitudes, l'échauffement du revêtement ferait fondre n'importe quel métal ou métalloïde connu. Deuxièmement, considérez les grandes accélérations auxquelles ils opèrent. Si vous songez à la force centrifuge qui dans les quelques minutes de ces évolutions rejetterait l'équipage vers l'extérieur, et ferait de même avec le sang, vous voyez ce que je veux dire. Troisièmement, dans de nombreux cas, ils ont fait des choses que seul un pilote pourrait faire, mais qu'aucun pilote humain ne pourrait supporter. Quatrièmement, dans la plupart des rapports, il y a absence d'émissions visibles. La plupart des observateurs relatent des engins sans flamme ni traînée. S'il s'agissait de n'importe quel type connu de réacteur, fusée, moteur à piston, ou moteur à réaction en chaîne, il y aurait une traînée à haute altitude très visible. C'est un moteur inconnu. Le docteur Maurice Biot, physicien, mathématicien et aérodynamicien, a également déclaré dans un autre article de cette même revue. L'explication la plus probable est que les ovnis sont artificiels et contrôlés. Mon opinion depuis quelque temps est qu'ils sont d'origine extraterrestre. Tous les vols Apollo et Gemini furent suivis, à distance et quelquefois de très près, par des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre. À chaque fois, les astronautes en informaient Mission Control, qui leur enjoignait de garder le silence le plus complet. Maurice Châtelain soutient par ailleurs que tout le monde à la NASA savait que les astronautes observaient des ovnis, mais que la consigne était stricte, ne jamais en parler. Le docteur Dino Dini, ingénieur spatial de la NASA, fit une révélation étonnante lors d'une émission télévisée suisse, en 1997, sur les ovnis aperçus au cours du vol Apollo 11. Ces séquences furent effacées parce qu'il y avait là beaucoup de points qui ont surgi et qui faisaient partie de ce fameux Blue Book qui aurait dû être publié, avant qu'on change d'avis.
En fait, la réalité est la suivante, ce qu'Armstrong a vu était réel. Car partout où règne la confusion, au cours de la dernière guerre, pendant la guerre du Golfe, partout où le chaos se déclenche, apparaissent ces disques volants. Ceux-ci proviennent de stations postées près de la Terre. C'était donc juste de le dire, et nous avons dû le faire. Neil Armstrong a vu des objets qui le suivaient, des vaisseaux spatiaux qui suivaient Apollo, et aussi des êtres vivants. Des vaisseaux ont également suivi les autres missions Apollo. C'est là une réalité attestée. C'est nous qui avons entravé le discours global, car nous avions reçu des instructions en ce sens. Nous étions effrayés au plus haut point lorsque nous avons compris l'énorme différence qu'il y avait entre notre technique, notre science et celle des ovnis. Il est donc évident que cela nous a amenés à donner des avis négatifs, dans leur globalité. Indéniablement, le fait décevant est que nous n'avons pas d'explication, car notre science est encore pratiquement primitive en comparaison de celle de ces planètes d'où proviennent ces vaisseaux spatiaux. Le docteur Lee Chen, physicien, expert atmosphérique de la NASA, déclara le 7 juin 1968, que sur la base des 7000 rapports qu'il avait pu étudier, il était persuadé que les ovnis étaient des sondes extraterrestres. Les observations d'ovnis sont si communes que les militaires n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc, ils les effacent de leurs écrans. Les principaux systèmes de défense, réseaux sages, ont des filtres ovnis intégrés et quand un ovni apparaît, ils l'ignorent simplement. Les filtres éliminent tous les objets ou cibles non conventionnelles et ne font aucun enregistrement d'ovnis. Les cibles non conventionnelles sont ignorées parce qu'apparemment, seules les cibles russes, potentiellement ennemies, nous intéressent. Quelque chose qui vole en stationnaire, puis qui se tire à 8000 km/h, ne nous intéresse pas, car ça ne peut pas être l'ennemi. Les ovnis sont détectés par des radars au sol et en l'air et ils ont été filmés par des caméras embarquées. Scott Carpenter, qui a participé au programme Mercury, a déclaré: à aucun moment, alors qu'il était dans l'espace, les astronautes n'étaient seuls, ils étaient surveillés en permanence par les ovnis. Le sénateur, colonel John Glenn, le premier astronaute américain, a déclaré au cours d'un show télévisé sur la chaîne américaine NBC, le mardi 6 mars 2001. En ces jours glorieux, j'étais très mal à l'aise lorsque l'on nous demandait de dire des choses que nous ne voulions pas et d'en démentir d'autres. Certaines personnes nous demandaient, vous savez, étiez-vous seul là-haut? Nous n'avons jamais répondu la vérité, et cependant nous avons vu des choses là-bas, des choses étranges, mais nous savons ce que nous avons vu là-haut. Et nous ne pouvions réellement rien dire. Nos supérieurs avaient vraiment très peur de cela, ils avaient peur d'un truc du genre de la guerre des mondes, et de la panique générale dans les rues. Donc, nous devions rester silencieux. Et maintenant nous voyons ces choses seulement dans nos cauchemars ou peut-être dans des films, et certaines sont très proches de la vérité. Le major Gordon Cooper a formellement démenti avoir vu un ovni lors de son vol spatial, il a cependant vu des ovnis dans les années 50 alors qu'il était encore pilote de chasse en Allemagne. Pendant plusieurs jours d'affilée nous avons observé des engins métalliques en forme de soucoupe, à de très hautes altitudes au-dessus de la base, et nous avons essayé de nous approcher d'eux, mais ils étaient capables de changer de direction beaucoup plus rapidement que nos chasseurs. Je crois vraiment que les ovnis existent et que les véritables cas inexpliqués proviennent d'une autre civilisation technologiquement avancée. Au vu de mon expérience aéronautique et spatiale, je pense avoir une idée assez précise de ce que tout le monde sur cette planète a sur les capacités de leur performance, et je suis sûr qu'au moins quelques-uns de ces ovnis ne viennent pas de la Terre. En 1985, il fit une déclaration solennelle aux Nations Unies. Je crois que ces vaisseaux extraterrestres et leurs équipages qui visitent la Terre à partir d'autres planètes sont d'une manière évidente un peu plus avancés technologiquement que nous. Je pense que nous avons besoin d'un programme coordonné de très haut niveau pour collecter et analyser scientifiquement les données de l'ensemble de la planète sur les différents types de rencontres afin de déterminer comment interagir au mieux avec nos visiteurs d'une manière amicale. Nous devrions tout d'abord leur montrer que nous avons appris à résoudre nos problèmes de manière pacifique plutôt que par la guerre, avant d'être acceptés en tant que membres à part entière, par l'équipe universelle des visiteurs galactiques actuels. Cette admission offrirait à notre monde de fantastiques possibilités de progrès dans tous les domaines. Il semblerait alors certain que les Nations Unies possèdent un droit acquis à traiter ce sujet de façon appropriée et rapide.
Pendant des années, j'ai vécu avec un secret, le secret imposé à tous les spécialistes et les astronautes. Je peux maintenant révéler que chaque jour, aux États-Unis, nos radars repèrent des objets de forme et de nature inconnus. Et il y a des milliers de rapports de témoins et quantité de documents qui le prouvent, mais personne ne veut les rendre publics. Pourquoi? Parce que les autorités ont peur que les gens imaginent une espèce d'horribles envahisseurs. Donc le maître mot demeure, nous devons éviter la panique à tout prix. Dans une autre interview, il ensuite déclarait: en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup trop d'exemples d'observations d'ovnis inexpliqués dans le monde pour éliminer la possibilité d'une vie extraterrestre. L'astronaute Edgar D. Mitchell, qui a, entre autres, piloté le module lunaire d'Apollo 14, a déclaré en 1971. Nous savons tous que les ovnis sont réels. La question est, d'où viennent-ils? Il a par ailleurs déclaré qu'il croyait que des appareils militaires utilisaient une technologie dérivée d'un vaisseau extraterrestre capturé et démantelé. Ce prétendu secret a perduré pendant des décennies sous la férule d'un gouvernement parallèle indépendamment du président et des plus hautes autorités du Pentagone. Lors d'une conférence publique, il déclara: quand j'ai été sur la Lune, il y a 26 ans, cela faisait partie de la sagesse populaire, religieuse et philosophique de croire que nous étions le centre biologique de l'univers. Peu, si tant est qu'il en reste, de gens instruits et cultivés acceptent encore cette théorie. Je suis convaincu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers. La question est de savoir quel est leur degré de développement, combien de milliers d'années de plus que nous. D'après ce que je sais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu et expérimenté, je pense que les preuves sont formelles et beaucoup d'entre elles sont classées top secret par le gouvernement. Puis le 4 décembre 1991, lors d'une conférence organisée par l'Institut des sciences nautiques, à New York. J'ai changé de position ces 2 ou 3 dernières années, ces 2 dernières années pour être précis, pour suggérer que nous disposons maintenant de suffisamment de preuves que nous avons réellement besoin d'avoir un débat sérieux et ouvert et une déclassification des informations, qu'il est maintenant parfaitement clair que le gouvernement et d'autres gouvernements détiennent et que cela fasse partie de nos connaissances officielles. Maintenant, que cela soit vrai ou non, cela mérite une sérieuse investigation. Il y a là beaucoup trop de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu. Si c'est réel, occupons-nous-en au grand jour, brisons les verrous que cette bureaucratie a posés sur tout cela. Il y a assez de preuves qui montrent clairement que ces informations sont dissimulées. Où pourrons-nous aller avec tout cela, je ne le sais pas. Le cosmonaute russe, Georgi M. Grechko, qui a participé à plusieurs missions Soyouz et Salyut, a déclaré: si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en serait stupéfait. Les cosmonautes Vladimir Kovalyonok et Alexander Ivanchenko ont aperçu un ovni au cours de la mission Soyouz 29 en juin 1978. L'objet se déplace à 20 à 30 degrés, il passe sous notre appareil. On dirait une balle, elle grossit de plus en plus. C'est orange foncé, elle évolue trop près de nous. Depuis Roswell, où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, même si le fait a été nié pendant plus de 40 ans par les plus hautes autorités des États-Unis, les ovnis ont fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des pouvoirs publics. Quelques réflexions sur les militaires, les scientifiques et les politiques qui savent la vérité au sujet des ovnis. Pourquoi nous cache-t-on la vérité au sujet des ovnis, et pourquoi nous heurtons-nous toujours aux démentis officiels? Le titre peut paraître à la fois énigmatique et accrocheur, mais il tente de faire le point sur une situation de fait qu'il est désormais possible de prouver, et dont les implications restent insoupçonnées par la majorité de nos contemporains. 1. Prendre conscience que de telles choses peuvent exister. Il convient de montrer que certains groupes de militaires, de scientifiques, et dans une moindre mesure, de politiques, savaient de façon certaine qu'il existe sur notre planète une présence extraterrestre. Nous n'avions cependant pas analysé en profondeur toutes les implications de cet état de fait. C'est ce que nous allons essayer de faire dans ce nouveau dossier en allant le plus loin possible dans les implications qui résultent de cette présence étrangère, et en reconnaissant dans le même temps, que si certaines de ces implications peuvent paraître totalement folles, horribles, ou même délirantes, elles n'en demeurent pas moins possibles. La réalité n'est peut-être celle que l'on cherche à nous faire croire. Quoi qu'il en soit, notre objectif est d'explorer des hypothèses et de suivre des pistes, en reconnaissant volontiers qu'elles ne sont pas forcément le reflet exact de la réalité.
L'important est de prendre conscience que de telles choses peuvent exister. La nuance est que nous ne disons pas que nous avons des preuves irréfutables que ces choses existent, mais que nous avons trouvé des indices sérieux qui convergent tous dans le sens de leur possible réalité. Ensuite, le lecteur est libre de se faire sa propre opinion. En tout cas, l'une des conclusions à laquelle nous étions parvenus jusque-là était qu'il existait 3 principaux degrés d'implication des militaires, des scientifiques et des politiques vis-à-vis du phénomène OVNI. À noter que les politiques n'auraient pas le même niveau d'habilitation que les militaires et les scientifiques. Les présidents des États-Unis successifs ont été tenus à l'écart, parce qu'ils n'avaient pas l'habilitation requise. Propos du Dr Edgar Mitchell pour Discovery Channel. 2. Degré 0 d'implication. Caractéristiques du degré 0, observation et détection à distance du phénomène OVNI. Collecte de rapports d'observations et de témoignages. Enregistrement radar, films et photos d'OVNI. Récupération de divers matériaux, fragments de métaux, implants, dont l'origine n'est pas humaine. Analyse approfondie de traces au sol, d'échantillons de végétation ayant subi des altérations. Le phénomène ne représente pas une menace pour la sécurité des États. Les autorités assistent impuissantes aux évolutions du phénomène OVNI dans leurs espaces aériens. Pas de contact direct avec le phénomène, mais simple constat que ce phénomène est bien réel. 3. Degré 1 d'implication. Caractéristiques du degré 1, observation du phénomène OVNI avec contact sporadique et limité, sans influence directe sur les affaires humaines. Rencontre secrète que l'on peut qualifier de courtoise, entre des représentants de la civilisation, ou des civilisations, qui produit le phénomène OVNI et des représentants terriens rigoureusement sélectionnés. Échange d'informations, voire transfert limité de technologie. Démonstration des prouesses des OVNI pour montrer aux terriens leur supériorité technologique. Contact avec le phénomène OVNI, mais pas d'interférence notable avec les affaires humaines. Tout se passe à un niveau très confidentiel. 4. Degré 2 d'implication. Caractéristique du degré 2, il y a des contacts importants et fréquents au plus haut niveau. Collaboration active avec la ou les civilisations extraterrestres. Il existe des échanges importants d'informations et des transferts massifs de technologie. Nous pouvons imaginer que dans le pire des scénarios les extraterrestres exerceraient un contrôle presque total sur notre planète. Ils dicteraient les grandes lignes de l'organisation économique, politique et scientifique des États. Ils pourraient programmer notre avenir. Une infiltration des extraterrestres dans toutes les sphères dirigeantes de la planète est aussi envisageable. Ils pourraient même prendre une apparence humaine pour passer inaperçus. Dans ce scénario de l'extrême, les politiques seraient soumis aux extraterrestres. À ce niveau d'implication, tout est possible. Le phénomène peut alors représenter une grave menace pour notre planète et l'avenir de notre civilisation. C'est le pire des scénarios, digne des théories conspirationnistes, les plus sombres. Une alternative est cependant envisageable. Nous pouvons, en effet, imaginer l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que les extraterrestres exerceraient un contrôle bénéfique et positif sur notre civilisation, avec l'intention de nous guider et peut-être même de nous éduquer, pour nous permettre d'accéder à un niveau supérieur de civilisation. Le degré 2 implique des contacts étroits avec les extraterrestres, avec intervention et ingérence maximale dans les affaires humaines. Tout se passe à un niveau confidentiel, mais les militaires et les scientifiques sont soumis au phénomène. Le phénomène dicte sa loi, mais cette loi est destinée à nous faire progresser. Les extraterrestres auraient un plan destiné à orienter l'évolution de l'espèce humaine dans un sens bénéfique pour nous. Le point de départ de nos réflexions est que le degré 0 d'implication est une certitude. L'existence du phénomène OVNI est un fait qui n'est plus à démontrer. Il existe désormais tellement de preuves de sa réalité qu'il n'est plus nécessaire de débattre de cette question. Par ailleurs, il faut noter que les 3 niveaux d'implication des structures politiques, militaires et scientifiques, décrits ci-dessus, sont bien évidemment très schématiques. Il peut exister de nombreux degrés intermédiaires entre ces 3 grandes catégories. Toutes les combinaisons sont en fait possibles. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le degré 0 est aujourd'hui une réalité bien établie, indiscutable. Le degré 2 est seulement probable. Il représente le degré extrême d'implication.
5. Quel degré d'implication? Selon nous, la réponse à la question des mobiles qui sont à l'origine de l'étrange politique du secret orchestrée par les structures dirigeantes vis-à-vis du phénomène OVNI dépend du degré d'implication considéré. Si nous supposons que ce degré est égal à 0, on voit mal pourquoi ces structures maintiendraient à tout prix un secret qui en fait n'en est pas vraiment un. La question des ovnis intéresse, en effet, de nombreuses personnes à travers le monde depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les informations concernant le phénomène OVNI sont abondantes et chacun peut mener ses propres recherches sur ce sujet en toute liberté. Dans ce cas, degré d'implication égal à 0, les raisons du secret seraient nécessairement triviales. Le souci de conserver une certaine crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique pourrait, par exemple, motiver une telle attitude. Par contre, si nous supposons que ce degré est proche de 2, les raisons d'un tel secret s'expliquent déjà beaucoup mieux. Si l'on admet cette possibilité, nous pouvons tout imaginer. Des contacts planifiés assortis de prises de décision concertées entre des extraterrestres et des représentants terriens sont alors tout à fait envisageables. Rien ne prouve que de tels contacts existent réellement, mais c'est une éventualité qu'il ne faut pas rejeter sans examen. 6. Les gens de l'intérieur. L'utilisation de l'expression « gens de l'intérieur » signifie qu'il existerait un groupe secret d'individus qui détiendraient des informations ultra-sensibles concernant les ovnis et leurs occupants. Si l'existence de ce groupe est plus que probable, il est en revanche très difficile d'estimer le nombre d'individus qui le composent. L'aspect le plus troublant dans l'existence d'un tel groupe, c'est qu'il se situerait en dehors de toutes les structures officielles connues et identifiables. On a longtemps soupçonné l'armée américaine d'abriter en son sein un groupe de ce genre qui, bien que secret, dépendrait malgré tout de l'armée, de son organisation et de sa hiérarchie. Les agences de renseignement américaines, CIA, FBI, NSA, NRO, DIA, etc., sont aussi de bonnes candidates susceptibles d'héberger des groupes clandestins travaillant en secret sur le phénomène OVNI. Or, le point de vue de Mitchell suggère que ces mystérieux gens de l'intérieur ne seraient dépendants ni de l'armée, ni des services secrets, ni du gouvernement, ni d'aucune autre instance gouvernementale identifiable. Dans ce sens, il s'agirait bien de privés, comme le dit Mitchell, et ces gens n'auraient littéralement de compte à rendre à personne, sauf peut-être aux extraterrestres eux-mêmes. Une telle situation, si elle est réelle, suscite de nombreuses interrogations. Comment le groupe est-il financé? De quels appuis bénéficiait-il? D'où tire-t-il son pouvoir? De quelles armes et de quelle technologie dispose-t-il? Quel est le sens de son action? S'il est difficile de répondre à chacune de ces questions, nous pouvons malgré tout concevoir une sorte de scénario dans lequel les gens de l'intérieur représenteraient une agence qui occuperait une position située en réalité à l'extérieur de toutes nos structures sociales. Curieusement, plus que des gens de l'intérieur, il s'agirait de gens de l'extérieur, c'est-à-dire d'individus qui ne seraient pas soumis aux lois qui s'appliquent aux citoyens ordinaires, impunité absolue, et qui ne seraient intégrés à aucune des hiérarchies existantes, qu'elles soient civiles ou militaires. Conclusion, personne n'aurait de prise sur eux, et ils ne pourraient être empêchés d'agir par aucun pouvoir connu. Si un tel groupe possédant de tels pouvoirs, exorbitants, existe réellement, c'est une situation très alarmante contre laquelle, malheureusement, nous n'avons aucun moyen d'action. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que nous ne serions pas en présence d'une structure dont le but serait d'étudier le phénomène OVNI en secret, une sorte de labo clandestin en quelque sorte financé par le gouvernement, mais d'un groupe qui n'ignore plus rien de ce phénomène et qui se trouve être au cœur même de toutes les affaires liées aux ovnis, abduction, Roswell, mutilation du bétail, rétro-ingénierie ou reverse engineering, homme en noir ou man in black, base souterraine. Aliens, désinformation, manipulation, projet noir, etc. Aujourd'hui, la problématique du phénomène OVNI a changé et les ufologues devraient se poser de nouvelles questions. Les études menées sur ce sujet devraient intégrer de nouveaux paramètres. La collecte pure et simple de témoignages n'est plus suffisante. Ce qu'il faut chercher à établir désormais, c'est le degré exact d'implication de certains groupes humains vis-à-vis de ce phénomène. C'est une tâche difficile, mais les quelques informations dont nous disposerions seraient lourdes de conséquences. Une des implications du degré 2
concerne la possibilité de l'existence de gigantesques bases souterraines reliées entre elles par un vaste réseau de tunnels à l'intérieur desquels circuleraient des navettes ultra rapides. Ces installations souterraines pourraient abriter des sites secrets dédiés à la rétro-ingénierie. Ils pourraient aussi servir d'habitat permanent à des colonies d'extraterrestres avec leurs vaisseaux. Les informations dont nous disposons laissent supposer que les activités menées dans ces bases sont inquiétantes, voire même horribles. Les aliens y poursuivraient des travaux sur le bétail enlevé et mutilé et même sur des êtres humains enlevés. La nature de ces travaux pourrait concerner des manipulations génétiques pour créer des êtres hybrides. 7. Opération Majestic 12. Le degré 2 d'implication admet l'existence d'une structure occulte qui serait non seulement informée de l'existence de vaisseaux extraterrestres évoluant dans notre environnement, mais qui aurait même des contacts avec les entités pilotant ces vaisseaux. Des documents douteux ont révélé l'existence d'un groupe humain qui pourrait être assimilé à cette structure occulte. Il s'agit du mystérieux Majestic 12 ou MJ12. L'affaire du MJ12 débute en juin 1987 quand l'existence de documents relatifs à ce groupe occulte est révélée par William Moore lors du symposium du MUFON UFO Network à Washington DC. À l'origine, les documents ne comportaient que 8 pages parvenues sous la forme d'une pellicule photographique dans une enveloppe au domicile de James Chandra, producteur d'une station de télévision de Los Angeles, en décembre 1984. 2 ans auparavant, James Chandra s'était joint à Moore et à Stanton Friedman pour effectuer un travail en équipe basé sur la recherche de documents officiels prouvant l'implication du gouvernement américain dans la dissimulation de la vérité sur les ovnis. Selon les documents présentés par Moore, le MJ12 aurait été composé de 12 membres occupant de très hautes fonctions. En effet, le secrétaire de la Défense, les 3 premiers directeurs de la CIA, un général de l'USAF, un autre de l'armée et une brochette de scientifiques de très haut niveau figuraient sur la liste des membres, Amrasko Achien Coete, Dr Vannevar Bush Seki. James V. Forrestal, Général Nathan F. Twining, Général Roy S. Vandenberg, Dr. Detlef Bronk, Dr. Jérôme Ramsecker, Monsieur Sidney W. Sowers, Monsieur Gordon Gray, Dr. Donald Manziel, Général Robert Monsieur Montague, Dr. Lloyd V. Buckner. Le MJ12 est décrit comme un groupe d'études gouvernementales des ovnis qui aurait été fondé en 1947 par le président Truman, après l'affaire du crash de Roswell. Le but de ce groupe, dirigé par Vannevar Bush, était d'étudier le mode de fonctionnement des disques volants récupérés par l'armée, et de maintenir en vie des entités biologiques extraterrestres récupérées sur le lieu du crash. Si l'existence réelle du MJ12 est aujourd'hui mise en doute, l'idée qu'il a fait naître dans l'esprit des ufologues n'est peut-être pas dénuée de fondement. Cette idée est qu'au plus haut niveau, les autorités connaissent tout du dossier OVNI et qu'elles sont en contact étroit avec les aliens. Sous le voile de la fiction du MJ12, des informations vraies auraient été délivrées au public. C'est toujours la même tactique. Elle consiste à informer par le biais de la désinformation. Informer sur le fond en falsifiant la forme. Il est donc certain que dans la réalité les événements ne se sont exactement déroulés comme l'indiquent les documents de Moore. Selon nous, il est fort probable que la prise de contact officielle entre les aliens et la structure occulte remonte bien avant le crash de Roswell. Il faut imaginer que l'initiative du contact a été prise par les aliens et que la scène s'est sans doute déroulée sur une base militaire secrète au Nouveau-Mexique par exemple. Nous pensons que le pouvoir politique est nettement moins impliqué, voire même dans certains cas pas du tout impliqué, dans les activités conjointes entre terriens et extraterrestres. Les militaires et les scientifiques, membres de la cellule spéciale, pourraient ne pas être enclins à partager certains secrets avec les hommes politiques qui changent au gré des élections. L'intérêt de cet organigramme est aussi de montrer l'écart qui existe entre le simple citoyen et certains groupes humains très fermés quant aux possibilités d'accéder à la véritable information sur le phénomène OVNI. Il permet de comprendre que plus nous montons dans la hiérarchie et plus la qualité, la précision, la valeur, et en quelque sorte le poids de l'information disponible est élevé. Il faut aussi reconnaître que plus le poids du secret est lourd, et plus les pistes sont brouillées pour le simple citoyen. Le rôle des médias officiels est aussi très important puisqu'ils sont directement placés sous le contrôle des militaires, des scientifiques et des politiques.
La situation est d'autant plus complexe que l'information contrôlée pourrait revêtir deux aspects, fausses informations mêlées à des informations vraies. Le but serait de maintenir les populations sous contrôle tout en les informant qu'il se passe quelque chose d'anormal. 8. Les inquiétudes du Dr Mitchell. En écoutant attentivement l'interview du Dr Edgar Mitchell enregistrée sur le DVD « OVNI, 50 ans de déni », nous avons été surpris par le ton nouveau avec lequel il exposait ces révélations qui venaient toutes corroborer celles qu'il avait déjà divulguées lors de la fameuse interview donnée en direct le 24 juillet 2008 sur la station locale britannique Kerrang Radio. Sur les ondes, en 2008, Mitchell semblait plus confiant et serein, alors qu'en 2011, sur le DVD, le ton est plus solennel et montre sans ambiguïté une vraie inquiétude. Le contenu même de ses réponses laisse entrevoir qu'il existerait un côté sombre à toutes ces manifestations du phénomène OVNI. Alors qu'en 2008, il disait clairement qu'il ne fallait craindre aucune hostilité de la part des extraterrestres, car s'ils nous voulaient du mal, ils nous auraient exterminés depuis longtemps, son point de vue semble plus nuancé en 2011. Son inquiétude est aussi perceptible lorsqu'il évoque le comportement de certains groupes humains impliqués dans les affaires d'OVNI. Il n'hésite pas à parler de contrôle mental exercé par ces groupes dans le but de cacher la vérité ou dans celui plus inquiétant de mener des expériences à grande échelle. Ces expériences de contrôle mental seraient destinées à conditionner les masses dans une direction voulue. Ce serait une sorte de conditionnement global dont la finalité serait de diriger le psychisme des humains en vue de créer une société totalitaire, le nouvel ordre mondial. Il n'hésite pas à dire que le centre d'activité, le vrai centre des prises de décision au niveau national, ne semble plus être du ressort du gouvernement ni de la compétence des militaires, pas même de l'exécutif, et cela est très inquiétant. 9. Une technologie extraterrestre compréhensible. Un autre point important à relever dans les propos de Mitchell est le fait que la technologie extraterrestre n'est pas hors de portée de nos scientifiques. Nous serions même, selon lui, capables de la comprendre, sinon complètement, du moins dans une large mesure. Finalement, cette technologie ne serait pas si en avance sur nous. Si comme le dit clairement Mitchell nous avons récupéré au moins une épave d'OVNI à Roswell, et si cet OVNI accidenté a fait l'objet d'une étude approfondie, il est possible que depuis 1947 nous ayons enfin élucidé bon nombre de questions se rapportant à la propulsion de l'OVNI et aux différents systèmes embarqués à bord de cet engin. Ce point est important, car de nombreux ufologues ont toujours cru que les OVNI possédaient une technologie tellement supérieure à la nôtre que nous ne pourrions jamais percer leurs secrets. Cet avis est d'ailleurs en contradiction avec le fait que des OVNI auraient été victimes d'avaries et qu'ils se seraient écrasés sur Terre. Si cette technologie aliens était si supérieure, de tels incidents sembleraient hautement improbables. Alors certains ont même imaginé que les extraterrestres auraient volontairement simulé des crashs pour nous permettre de prendre conscience de leur niveau technologique. Comment expliquer alors la présence d'êtres à bord de ces ovnis accidentés qui auraient été retrouvés morts ou agonisants dans les décombres? 4 de ces corps auraient été retrouvés à Roswell. Nous ne pouvons pas imaginer que les aliens auraient poussé le simulacre jusqu'à sacrifier leur vie. La meilleure hypothèse est que les ovnis ne sont pas des engins parfaits et qu'ils peuvent être victimes de défaillances techniques. Si c'est le cas, le niveau technologique des ovnis est sans doute moins élevé que nous le supposions, et la compréhension de leur système serait à notre portée. Une des conséquences de cet état de fait est que nous aurions pu même reconstituer un ovni en état de marche, capable de voler, et que nous aurions pu aussi utiliser certains éléments de cette technologie à nos propres fins, rétro-ingénierie ou reverse engineering. Cette question de la rétro-ingénierie est certes passionnante, mais elle suppose aussi l'existence de situations étranges dont il est bien difficile de démêler les tenants et les aboutissants. L'une de ces situations pour le moins curieuses, suppose qu'un certain nombre de technologies utilisées de façon courante, à la fois dans le domaine civil et militaire, pourraient avoir une origine extraterrestre. Les technologies les plus souvent citées qui seraient issues de la rétro-ingénierie sont l'informatique et l'invention du microprocesseur, le laser, la vision nocturne, la fibre de verre, et la furtivité des bombardiers. 10. Des extraterrestres parmi nous. Une autre des informations troublantes délivrées par Mitchell est celle qui évoque la possibilité que des extraterrestres pourraient cohabiter avec les terriens, pure souche, si l'on peut dire. Ces entités déambuleraient parmi nous sans que nous puissions deviner qui elles sont réellement.
Certes, cette information n'est pas nouvelle et elle a déjà été évoquée par quelques ufologues, mais sans qu'elle soit vraiment prise au sérieux. Dans la bouche de Mitchell, elle prend soudain une autre dimension. Ce qui frappe, c'est tout ce qu'implique une telle révélation. Si des extraterrestres sont capables de revêtir un costume d'homme, cela signifie que nous pouvons les croiser partout sur Terre. Nous pouvons imaginer qu'il occupe toutes sortes de fonctions au sein de nos sociétés, depuis le poste de simple employé dans une banque ou une usine, jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Songeons que derrière l'apparence d'un ministre, d'un général, d'un professeur d'université, d'un chercheur dans un laboratoire, d'un présentateur de télévision, d'un médecin, ou d'un simple boulanger, peut se cacher un alien qui aurait non seulement la possibilité de nous observer et de nous étudier à sa guise, mais aurait aussi celle de prendre des décisions qui pourraient avoir une grande influence sur nos vies. Tous les rouages de nos sociétés pourraient alors être contrôlés par des extraterrestres. Mais la situation est peut-être encore plus complexe qu'il n'y paraît du fait que de vrais humains bien de chez nous travailleraient peut-être en secret pour les aliens. Une sorte de cinquième colonne, en quelque sorte qui serait à la solde des aliens. Les humains collaborateurs pourraient être aussi de deux types. Il y aurait d'une part les volontaires, qui auraient été contactés par les extraterrestres et qui auraient choisi en pleine conscience de servir leur cause, et d'autre part des humains enlevés, abductés, qui auraient subi une sorte de lavage de cerveau, ou une reprogrammation psychique, et qui seraient un peu comme des zombies, ou des esclaves, au service des aliens. Nous pouvons aussi imaginer des créatures humaines qui seraient des clones entièrement conditionnés et programmés pour servir les aliens. 11. Les deux visages de la NASA. Dans la liste des caractéristiques du degré 2 d'implication, figure en bonne place la possibilité que les grandes agences spatiales, NASA américaine, CNSA chinoise, ESA européenne, FKA russe, JAXA japonaise, puissent mener de front, et en parallèle, deux programmes bien distincts. Au sein de ces agences, il existerait donc A. Un programme officiel destiné à donner le change en quelque sorte à un large public, mais ce programme ne serait qu'une façade et une vitrine, pour donner une image de sérieux et de respectabilité. B. Un second programme, militaire, impliquant des activités occultes dont le public ignore tout. Ce programme bénéficierait de technologies très supérieures à celles qui sont connues du grand public, vaisseaux spatiaux utilisant l'antigravité par exemple. Si nous prenons l'exemple de la NASA, cette question de l'existence de deux programmes a été soulevée par quelques ufologues dont le plus célèbre en France est sans doute M. Jean-Pierre Petit. Ainsi l'agence spatiale américaine ne serait qu'une façade qui couvrirait en fait des programmes ayant une avance technologique considérable sur les programmes officiels. Le nom de code de l'un de ces programmes secrets est Solar Warden, gardien du Soleil ou du système solaire, ou directeur, maître, du système solaire. L'existence du programme Solar Warden prouverait que la NASA n'est qu'un vaste programme de couverture qui utilise les technologies obsolètes de propulsion basées sur la chimie. Même le programme soi-disant futuriste, appelé Constellation, aujourd'hui abandonné, qui avait été initié par l'administration Bush en 2004 et qui aurait été capable d'emmener 4 hommes sur la Lune puis sur Mars n'aurait été qu'une couverture. Au-delà des programmes officiels de la NASA, nous aurions déjà un programme spatial capable de missions interplanétaires utilisant des technologies de propulsion par antigravité. Des missions secrètes auraient déjà été envoyées vers la planète Mars depuis longtemps, et des bases permanentes auraient même été installées à sa surface. Pour réaliser ces missions, la NASA bénéficierait de l'aide des aliens. Cette sorte de collaboration pacifique entre la NASA et les aliens aurait permis à l'agence spatiale américaine d'explorer toutes les planètes de notre système solaire depuis plus de temps que son programme officiel le laisse entendre. Il faut bien reconnaître que l'existence de ces projets noirs paraît incroyable. Si ces projets restent entourés d'un épais mystère, nous pouvons en revanche montrer que la NASA sait de façon certaine que notre système solaire est habité par une présence étrangère. 12. Les activités inavouables des aliens. Un des aspects les plus inquiétants de ce degré 2 d'implication concerne ce que nous appelons les activités inavouables des aliens avec l'accord et la complicité, plus ou moins volontaire d'ailleurs, des humains ou de certains groupes d'humains. La liste de ces sombres desseins est connue, et les thèmes qu'elle véhicule alimentent les sites internet et la littérature de ce que l'on nomme habituellement la lunatic fringe, et les milieux
conspirationniste. Cette sorte de « nef des fous » que représente le mouvement de la « lunatic fringe » vient directement des États-Unis et trouve sa source dans des personnages étranges qui prétendent détenir des informations extraordinaires sur les aliens. C'est à la fin des années 80 que nous voyons circuler dans les milieux ufologiques des informations qui se proposent de dénoncer la collaboration qui aurait été secrètement conclue entre le gouvernement américain et les extraterrestres. En échange de leur technologie, les extraterrestres auraient été autorisés par le gouvernement américain à enlever des humains et des animaux à des fins d'expérimentation. Le but de ces expérimentations serait de régénérer le capital génétique déclinant des aliens et de faire des sortes de croisements entre aliens et humains ou entre humains et animaux comme dans le roman d'Orson Welles, L'île du docteur Moreau. Des bases souterraines auraient aussi été données aux aliens. Il existerait deux sortes de bases. 1. Les bases mixtes abritant des aliens et des humains comme dans l'hypothétique base de Dulce située au Nouveau-Mexique. 2. Des bases exclusivement réservées aux aliens comme celles qui seraient enfouies dans les fonds marins au large de l'île de Porto Rico, Grande Antilles. Aveuglé par les prouesses technologiques des aliens, le gouvernement américain se serait rendu compte, trop tard apparemment, qu'il avait été dupé. Depuis cette prise de conscience, le gouvernement serait en conflit avec certains aliens. Selon lui, il n'aurait pas respecté les termes du contrat et aurait enlevé plus d'animaux et d'humains que prévu. Nous pouvons nous interroger sur la nature réelle de ce conflit et nous demander si c'est une simple crise diplomatique ou un vrai conflit militaire. Mais comment pourrions-nous être en guerre contre un ennemi qui posséderait une telle avance technologique que nos armes ressembleraient à des arcs et des flèches, en face d'une armée équipée d'avions de chasse et de missiles intercontinentaux? À l'origine de ces horribles révélations, nous trouvons des personnages comme John Lear, fils de William Lear le célèbre constructeur d'avions, qui a longtemps travaillé pour la CIA, au Vietnam et en Amérique centrale. Un autre informateur est William Cooper, ancien officier de renseignement de l'US Navy, auteur du livre traduit en français, Le gouvernement secret. Cooper a dirigé un groupe paramilitaire antigouvernemental et pro-extraterrestre comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Il fut tué au cours d'un échange de coups de feu avec la police de l'Arizona le 6 novembre 2001 à l'âge de 58 ans. Nous trouvons aussi des gens comme John Grass, alias Waldemar Valerian, ancien sous-officier de l'US Air Force, William Moore qui a reconnu qu'il servait d'indicateur, pour l'US Air Force et peut-être aussi pour d'autres agences, qu'il avait participé à une campagne de désinformation à l'encontre du Dr Paul Bennewitz, et que son principal contact était Richard Doty, agent du district 17 de Lafosie, un spécialiste de la désinformation et de la guerre psychologique. Quel crédit accorder aux révélations faites par ces individus qui ont eu des contacts étroits avec des agences de renseignement américaines? Même sans aller très loin dans l'analyse de ces sources, il apparaît que leur degré de crédibilité semble en effet très faible. Alors, pourquoi divulguer sciemment des informations erronées? La réponse la plus plausible est qu'en distillant, dans le grand public de fausses informations, le résultat visé est de camoufler les vraies informations. C'est une méthode connue qui a fait ses preuves. Le public se focalisera d'autant plus sur les fausses informations qu'elles seront horribles, effrayantes, scandaleuses, et qu'elles toucheront en profondeur les âmes sensibles. Les journaux à sensation connaissent cela depuis longtemps, pour vendre du papier, il faut viser le niveau émotionnel et l'affectif. Le monde que ces pseudo-informateurs décrivent est en effet cauchemardesque. C'est un véritable enfer sur Terre. Les faits dénoncés, s'ils sont vrais, montrent que l'humanité est volontairement anesthésiée, désinformée et plongée dans l'ignorance la plus crasse. Quant aux agissements de nos gouvernements qui seraient de connivence avec les aliens, tout cela fait froid dans le dos et plonge ceux qui adhèrent à ces thèses dans le plus profond désarroi. N'est-ce pas le but recherché, désorienter et déstabiliser le public en touchant l'affect et non la raison? En assénant ces informations terrifiantes, la raison est comme paralysée et une réflexion saine et objective ne semble plus possible. Cette tactique diabolique empêcherait donc toute recherche sérieuse sur le phénomène ovni et polluerait les milieux ufologiques. Elle ajouterait des parasites sur le bruit de fond général existant et rendrait très difficile la recherche de vraies informations. Le développement d'Internet aurait même amplifié considérablement la diffusion de ces parasites.
Le résultat est que nous ne pourrions plus faire la différence entre le vrai et le faux. Le corollaire de cette activité de brouillage est que si quelqu'un diffuse de fausses informations, c'est sans doute parce qu'il souhaite dissimuler celles qu'il possède et qui sont vraies. Dans le cas des activités inavouables des aliens, la vérité serait alors tout autre. Nous pouvons supposer que cette vérité pourrait même être très différente. Loin d'être inavouables, les activités des aliens seraient au contraire dictées par le souci de venir en aide à l'humanité en la débarrassant de tout ce qui porte actuellement préjudice à son évolution future. Les guerres, les armes de destruction massive, le complexe militaro-industriel font partie de ces éléments négatifs qui empêchent l'humanité d'évoluer. Les aliens auraient peut-être décidé de contrecarrer les activités des militaires et des industriels qui fabriquent des armes pour eux. Dans ce cas, nous comprenons mieux les raisons qui pousseraient les services de renseignement à propager des informations très négatives sur les aliens et leurs activités. Cependant, ce n'est qu'une hypothèse. Ce qui est certain en tout cas, c'est que le gouvernement américain dissimule sciemment des informations capitales concernant les ovnis et leurs occupants et qu'il propage de fausses rumeurs sous la forme de récits qui décrivent les activités horribles et inavouables des aliens. Dans quel but ? Sans doute estime-t-il que s'il disait la vérité au sujet des ovnis, son pouvoir s'en trouverait considérablement affaibli et avec lui, celui des militaires. 13. Les aliens et la domination du monde. La question que se posent de nombreux ufologues est celle de savoir ce que les aliens sont venus faire dans notre système solaire. Au moins deux hypothèses peuvent être formulées quant à l'origine de cette présence. La première hypothèse, et sans doute la plus répandue, est que les aliens sont arrivés chez nous il n'y a pas très longtemps, la fin de la Seconde Guerre mondiale semble être la date la plus proche, et qu'ils se sont déplacés depuis leur lointaine planète parce qu'ils ont découvert que nous possédions l'arme atomique. Sans doute inquiets de voir qu'une arme aussi redoutable était entre les mains de créatures aussi peu évoluées que les êtres humains, les aliens auraient décidé de nous surveiller, et peut-être même d'intervenir de façon discrète dans nos affaires pour éviter notre autodestruction. Les nombreuses observations d'ovnis à proximité des installations nucléaires civiles et militaires plaideraient en faveur de cette hypothèse. La seconde version expliquant la présence des extraterrestres chez nous, suppose qu'ils sont là depuis très longtemps et même qu'ils seraient ici chez eux dans le système solaire. Quand nous disons qu'ils sont là depuis très longtemps, il faut songer à des périodes de plusieurs millénaires, et peut-être même à des millions d'années de présence. Ils seraient en quelque sorte les propriétaires du système solaire, alors que nous ne serions que de modestes et temporaires locataires. Quelques chercheurs avancent même l'hypothèse qu'ils pourraient être à l'origine de l'espèce humaine, voir le livre de Jean Sider, OVNI, créateur de l'humanité. Sider considère cependant que les ovnis ne sont pas d'origine extraterrestre. Selon que l'on adopte l'une ou l'autre de ces deux versions, les raisons des apparitions d'ovnis sont différentes. Dans les deux cas cependant, nous pouvons admettre en toute logique que ces apparitions sont motivées et qu'elles rentrent dans le cadre d'un plan mûrement réfléchi. Les aliens qui pilotent les ovnis ont de bonnes raisons de venir se montrer chez nous. Leur action est forcément dictée par des motifs précis. Ce serait sans doute une grave erreur de penser que les ovnis ne font que survoler nos villes et nos campagnes pour admirer nos beaux quartiers et notre belle nature. La pénétration du phénomène ovni est certainement plus importante qu'il n'y paraît. Il est cependant difficile d'évaluer correctement le degré de pénétration de nos sociétés. La question qui se pose est donc celle de savoir en quoi consiste le plan des aliens et quelle est son ampleur. À cette dernière question, il est possible d'apporter des réponses variées et même opposées. Ce plan est-il destiné à sauver l'humanité de sa propre folie et de l'amener ensuite, petit à petit, à grandir et à suivre une courbe évolution ascendante, voir le livre de Christelle Seval, Le plan pour sauver la Terre. Au contraire, le plan des IT est-il d'asservir l'humanité et de la contraindre à se plier aux impératifs ténébreux d'une intelligence qui n'éprouve aucune de nos émotions. Pour étayer cette dernière version, les ufologues inquiets, sombres et pessimistes, se basent sur des phénomènes comme les mutilations du bétail, les enlèvements, abductions, les hommes en noir, les disparitions définitives et inexpliquées d'êtres humains, et d'autres activités des ovnis parfaitement inavouables. Si seulement nous admettons que les mutilations du bétail et les enlèvements sont bien perpétrés par les ovnis, il est tout à fait légitime d'être inquiet et de penser que les aliens sont peut-être en train de réaliser un plan de domination à l'échelle planétaire.
Si c'était le cas, la situation serait alarmante, et notre avenir en tant que civilisation serait gravement menacé. À ce niveau d'implication, les autorités n'auraient pas d'autre choix que de collaborer avec les aliens. La collaboration pourrait être subie ou volontaire. La situation serait d'autant plus dramatique, que des humains pourraient être complices des aliens et travailler pour eux, la fameuse « cinquième colonne ». Cette complicité entre humains et aliens pourrait être le fait de hauts dirigeants occupant des postes clés dans l'administration des États, dans les armées, dans le domaine de la recherche scientifique et dans celui de l'industrie privée. Mais pour quelles raisons les aliens voudraient-ils dominer le monde? Il semble logique de penser que cette domination ne serait pas motivée par une simple soif de pouvoir comme cela se rencontre parfois chez nos grands hommes politiques, mais plutôt pour des raisons très concrètes sans aucune connotation émotionnelle. L'asservissement de l'humanité pourrait par exemple servir aux aliens pour exploiter un potentiel génétique qu'ils ne pourraient plus trouver chez eux. Dans ce sinistre scénario digne d'un film d'horreur, les humains seraient de vulgaires cobayes qui serviraient de matériel pour réaliser des expériences biologiques ou d'autres manipulations dont la finalité nous échappe. Dans tous les cas, les raisons de cette domination ne pourraient être que nuisibles pour nous. Les aliens agiraient comme des prédateurs et ou comme des parasites. À terme, l'humanité ne serait plus qu'une sorte de réservoir biologique destiné à satisfaire les besoins des aliens. Nous serions dans la même position que nos poulets qui sont élevés en batterie et qui finissent tous un jour ou l'autre dans notre assiette. Éprouvons-nous de la compassion et de l'horreur vis-à-vis de ces malheureux volatiles qui attendent une mort certaine dans des conditions de vie épouvantables? Éprouvons-nous un sentiment de répulsion lorsque nous dégustons en famille une belle dinde de Noël? Nous avons examiné dans le précédent paragraphe, les activités, inavouables, des aliens, ce que valent ces informations horribles, et quel crédit nous pouvons leur accorder. Alors si les aliens ne veulent pas dominer le monde et asservir l'humanité, quels sont leurs objectifs? Il semble impossible de répondre de façon sûre à cette question. L'hypothèse qui nous paraît la plus raisonnable est qu'ils ne sont sans doute pas aussi agressifs et méchants que le laissent entendre les représentants de la Lunatic Fringe, infiltrés par les agences de renseignement. Ce qui est plus inquiétant selon nous, ce n'est pas le comportement des aliens, mais plutôt celui des services de renseignement. Apparemment ce ne sont pas les aliens qui chercheraient à dominer le monde, mais bien la caste du complexe militaro-industriel qui n'a jamais cessé de s'enrichir en appauvrissant les peuples et en semant la guerre et la violence sur tous les continents, Vietnam, Irak, Afghanistan, Chili, Argentine, etc. Le nouvel ordre mondial, le « nom », qui semble se mettre en place n'a pas été concocté par des aliens assoiffés de pouvoir, mais bien par des êtres humains qui veulent imposer au peuple de notre planète leur vision totalitaire qui ne laisse aucune place aux valeurs spirituelles. L'objectif final étant de contrôler l'esprit des humains pour qu'ils deviennent les esclaves d'une caste de riches privilégiés sans le moindre scrupule. Les aliens ne feraient sans doute qu'observer ce triste scénario avec cependant la possibilité qu'ils puissent intervenir dans le cas où la survie de l'espèce humaine serait gravement menacée. 14. Alternatives. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus suggèrent qu'il pourrait bien exister des relations entre des organisations humaines très fermées, militaires et renseignements, et des groupes d'extraterrestres. Le contact officiel existerait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1947, et plus probablement avant, peut-être après la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. Cependant, après 1945 nous entrons dans une période sombre de l'histoire humaine qui s'appelle la « guerre froide », qui a commencé en 1947 et s'est terminée en 1991 au moment de l'implosion de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de la dissolution du pacte de Varsovie. Durant cette « guerre froide », nous avons évité de justesse la destruction de notre civilisation, au sens large du terme, par les armes nucléaires. Notons aussi que c'est une période pendant laquelle les budgets alloués à l'industrie de l'armement étaient colossaux et que le cartel militaro-industriel en a profité pour mettre en place son hégémonie sur toute l'économie. Voyant cette situation catastrophique pour l'humanité, les extraterrestres auraient alors proposé un plan de désarmement bilatéral, USA et Union des républiques socialistes soviétiques, et peut-être même une intervention plus directe dans les affaires humaines. C'est à ce moment que les difficultés ont surgi entre les militaires et les extraterrestres. Leurs objectifs réciproques étaient différents et même parfois opposés.
Depuis ce désaccord, il existerait un conflit entre les militaires et les extraterrestres. Mais cette sorte de guerre contre les extraterrestres n'existerait pas pour les raisons que nous croyons. Ce n'est pas pour protéger les populations que les militaires se battraient, mais uniquement pour sauvegarder leur immense pouvoir sur notre planète. Notons que ce conflit n'est pas un conflit armé dans lequel des armes conventionnelles seraient utilisées, troupes, avions, chars, etc. Cela ressemble plutôt à une lutte de pouvoirs et d'influence pour imposer son point de vue. La désinformation au sujet des ovnis et des aliens ferait partie des armes utilisées par les militaires pour garder le contrôle. Nous pensons que les extraterrestres souhaitent exercer une sorte de mission civilisatrice envers nous, et qu'ils nous préparent, peu à peu, à entrer dans une communauté interstellaire composée des multiples civilisations qui peuplent notre galaxie. Le seul obstacle qu'ils rencontrent pour mener à bien cette mission civilisatrice est représenté par le pouvoir des militaires qui ne souhaitent aucunement la paix mondiale. Si les extraterrestres parvenaient à leur fin, toutes les armées du monde seraient dissoutes et les militaires n'auraient plus aucun pouvoir. Et cela, ils n'en veulent pas. Soyons sûrs qu'ils sont prêts à monter les coups les plus tordus pour rester aux commandes. La seule alternative est de croire que la finalité de la vie sur Terre et dans l'univers n'est pas la guerre et la destruction, mais au contraire la paix et l'amour pour toutes les créatures vivantes. Je fais partie de ceux qui pensent que les extraterrestres souhaitent nous aider dans notre évolution. Certains ufologues diront que c'est une vision naïve, angélique, des ovnis, mais ce que je sais d'eux ne m'autorise pas à penser qu'ils sont hostiles et belliqueux. Je crois sincèrement qu'ils veulent nous accompagner sur le chemin qui doit nous conduire au sein de la communauté interstellaire qui est composée des nombreuses civilisations qui habitent notre galaxie. Pour eux, nous sommes encore des enfants, certainement des enfants terribles, qui font leurs premiers pas dans le vaste univers et qui ont besoin d'une surveillance étroite pour éviter qu'ils fassent de grosses bêtises. Nota contient des extraits de divers organismes et organisations. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte.